Pendant les rares moments de pause où il ne répare pas quelque chose, il cherche l'endroit disponible où on peut encore planter un clou. Le patenteux, un individu qui réalise des inventions ou des réparations innovantes avec des moyens limités. François Parenteau disait dans l'Actualité que le patenteux est un inventeur qui ne se prend pas au sérieux. Le patenteux peut aussi être interprété comme un débrouillard, quelqu'un qui solutionne une problématique avec ce qui l'entoure dans l'immédiat. Hey Virgile, quand tu me dis patenteux, moi je pense aussi au débrouillard, puis pas débrouillard, le Bersoleil puis Grégory. Plus comme une personne apte à trouver des solutions de manière ingénieuse et autonome dans des situations complexes et difficiles. Tu sais, Claudine, on entend souvent parler de surconsommation, d'obsolescence programmée, puis des déchets qu'on produit en trop grande quantité. Et si la solution était dans l'attitude des patenteux, tu sais, des gens débrouillards? Ça fait que dans cet épisode, on souhaite rendre hommage aux hommes et aux femmes qui arrivent à solutionner des problèmes compliqués juste avec un bout de ficelle puis de la gomme à mâcher, idéalement de la Juicy Fruit. Non, mais tu vois, genre, le monde patenteux! C'est bon. Merci de lâcher vos moteurs bébelles et vos cossins pour faire du vin maison, vos scrapbooks et autres outils pour écouter notre deuxième épisode de Balado sur les hautes. Vous savez, pour voir plus loin la nuit, quand on roule en char, ben on met les hautes. Et c'est ça qu'on fait ici avec notre balado. Pour ce deuxième épisode, en ces vacances de la construction, en ces temps de bisounage au chalet et de réparation de tondeuse dans le cabanon, une question importante devait être répondue. On est-tu patenteux ici? On est-tu plus patenteux ici qu'ailleurs? Si oui, sinon, pourquoi? Toi, Claudine, t'es-tu patenteuse, toi? Ouf! Moi, ma grand-mère était vraiment patenteuse. C'était du genre à rafistoler une poche de jute puis à transformer ça pour en faire une robe. Elle était même un peu trop patenteuse parfois, là. Tu sais, dans le genre, ça, achète ça neuf, grand-maman. Moi, j'en suis pas là pantoute, là. Je suis, je dirais, débrouillarde, assez pour me trouver un patenteux, puis lui va pouvoir m'aider. Tu sais, je suis comme avant l'apprenti, là. J'ai pas toutes mes heures de fête, mais je suis à veille d'avoir mes cartes. Toi, Virgile, t'es quand même pas mal patenteux, si je me trompe pas. Ben, je suis un peu patenteuse. J'ai surtout la certitude que je peux pas mal tout faire, mais je manque souvent de persévérance, fait que je lâche rapidement. Mais avec les tutos de YouTube, je peux dire que je suis rendu comme un gosseux aguerri, mais j'ai pas encore le titre de patenteux officiel. On est à la Quincaillerie Rochelot avec monsieur Jacques Rochelot. Monsieur Jacques, est-ce que vous pensez qu'en Abitibi-Témiscamingue, on est patenteux? Écoute, t'es tombé dans la bonne place pour que je puisse te répondre oui, parce que ici on reçoit beaucoup de gens qui cherchent un paquet de choses parce que notre réputation, c'est d'avoir ce que les autres n'ont pas. Mais oui, effectivement, on a beaucoup de clients qui sont très débrouillards. Est-ce que je peux avoir votre nom? Robert Rancourt. Je suis des 14 ans la semaine passée. Bonne fête, Robert! Moi, je veux savoir, est-ce que vous pensez qu'en Abitibi-Témiscamingue, on a plus de patenteux ou de gens débrouillards? Moi, je pense que oui. Des débrouillards qui viennent d'ici. On a peut-être X% qui connaissent rien. Fait qu'on lui donne le coup de main qu'on peut. Mais il y a bien des bisouneux. Il y a bien du monde qui savent ce qu'ils font. Donc, vous pensez qu'on a des patenteux en Abitibi-Témiscamingue? Oui. Il y a bien du monde qui travaille dans les mines. On a encore des farmers. Ouais. On a encore du monde qui reste sur le bord des lacs, là, puis qui se bâtissent, puis des affaires de même. Ça fait que sont ingénieux. Comment on caractérise un débrouillard ou un patenteux? C'est comment on mérite ce titre-là? Qu'est-ce que ça prend? Ça prend du monde qui ont fait bien des erreurs. Ils ont essayé. Denis, est-ce que vous pensez qu'on est patenteux et débrouillard en Abitibi-Témiscamingue? Je crois que les deux. Puis ça viendrait d'où, ça, cette débrouillardise? La misère. Oui. Avoir de la misère, il faut se débrouiller. Fait que dans le fond, oui, de la misère, mais c'est aussi une question de nécessité. Tu
Tu sais, quand tu penses à ça, l'Abitibi-Témiscamingue, ça s'est construit avec pas grand-chose. Genre une canne de graisse, de l'huile de bras, puis un peu beaucoup de désespoir, dépendamment du spot où tu étais, tu sais. On se rappelle aussi que les colons québécois partaient d'un peu partout dans le Québec avec un billet aller simple pour s'en venir ici. Rendu là, c'était surtout de la survie. Avant même de penser aux colons, là, il y avait d'autres mondes qui occupaient le territoire. Puis parlant de survie, c'était pas mal eux autres, les maîtres Jedi, des patenteux et patenteuses. Je parle ici des premiers peuples. Ben oui, puis quand tu penses à ça, dans le fond, les premiers peuples, dans leur quotidien, se débrouillaient uniquement de ce qui était à leur portée. Ben c'est avec cette idée-là en tête qu'on est allé rencontrer Carl Chevrier dans son atelier. Carl, c'est un artiste Anishinaabe qui vit dans la communauté de Témiscamingue First Nation. Il se spécialise dans la fabrication du canot d'écorce, mais de manière traditionnelle, puis il enseigne ça aux plus jeunes. Vous allez voir que la fabrication du canot, c'est un processus un peu plus profond qu'on pourrait le croire. Fait qu'ici, c'est mon atelier. Oui! Peux-tu nous faire un tour? Ici, je travaille le bois, des gros morceaux, le métal, aluminium, copper, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais avec le métal, là, par exemple? Um, Tu fais des formes, là, visiblement, t'arrives à... Là, je viens juste de finir mon contrat, mon partie de contrat. On va faire 2 femmes 10 pieds haut. Oh, wow, okay. Puis ça va aller à Saint-Thomas. C'est tout en métal. Puis, Saint-Thomas? ouais, c'est l'autre bord de Toronto. OK. Ouais. Puis quand j'ai demandé une de mes amies qui était à Toronto, puis quand on a appliqué pour cet emploi, petit contrat-là, Ouais. j'ai demandé pourquoi vous avez choisi mon œuvre. Ouais. Parce que tu étais le seul qui redonne aux mères de terre. J'ai 2 femmes à côté de chacun, puis en train de donner la nourriture aux mères À de la terre. mer. Ouais. Ouais. Puis elle dit, pourquoi? Parce que là, des fois, il faut qu'on redonne au lieu de toujours prendre. On oublie de redonner aux mères de terre. Mais ça, c'est au cœur de ton œuvre, là. Ouais. Mais c'est aussi la vérité. Nos femmes, c'est encore le protecteur de l'eau. L'eau, ça donne la vie. Ouais. Les femmes, ils donnent la vie. Ouais. Ici, j'ai fait les sculptures en panache. Ouais. Puis ça, c'est the end of the trail. C'est le fin de le chemin. La fin du chemin. Ouais. OK, ouais. Fait que là, je peux travailler là-dessus, puis penser à d'autres choses. Fait que là, je prépare à faire une autre sculpture, puis c'est ouais. le huard. Huard? Ouais. Le loom? Le loom. Ouais. C'est mon clan. C'est ton clan? Ouais. Ah ouais? Fait que là, Qu'est-ce que ça veut dire, le clan du Huard? C'est quoi le Huard? t'es un professeur. Ah ouais. You're a loner. Ça veut dire que tu es tout seul. J'ai venu au monde tout seul, j'ai passé ma vie tout seul, pas de frère, je connais pas c'est quoi un frère. Là. C'est des choses qui manquent dans ma vie, puis j'essaie de remplacer par la boisson, la drogue, puis mais je suis ici pour trouver mes raisons, pourquoi. Mhm. Puis là, j'ai trouvé mon chemin, puis là, c'est comment tu vas marcher sur ton chemin. Ouais. Hein? Claire, bonne, puis tu as un bon cœur, puis prêt pour donner la guérison. Ce truc-là que tu peux utiliser là, pour créer, ça vient de où? Il y a quelqu'un qui t'a appris ou comment ça s'est passé, ça? J'ai développé mon talent moi-même, mais découvrir qu'est-ce que je peux faire, ça vient de mon père. OK. Toutes mes pensées de culture, ça venait de ma mère. OK. Fait que là, j'utilise les cadeaux qu'il m'a donnés pour faire une bonne vie. Ouais. Moi, je suis capable de vivre sur mon œuvre. C'est comment tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire, où tu vas aller. C'est toutes des choses-là. Il faut que tu répondes. Quand tu vas répondre, tu vas trouver ta vie. Mon personne âgée m'a dit, Carl, pars pas de cette planète avec ton cadeau. Puis il faut que tu donnes à quelqu'un C'est quoi le cadeau? le canon d'écorce.
C'est ça. Le canot d'écorce, c'est un apprenti. Tu gagnes ton respect. Tu vois le maire de terre. Tu respectes qu'est-ce que tu vas faire, tous les matériels. Prends juste ce qu'il faut. Puis la vie avec. Encore, tu vas passer ça à la génération de ta famille. Puis, tu sais, tu vas apprendre comment faire une bonne vie. Puis quand tu es fini, là, tu sais que tu peux passer ton canot à quelqu'un d'autre, mais avec les enseignements. Fait que là, tu peux faire un canot complètement de A à Z, ou bien tu peux faire en étape. Première étape, respect. Si tu fais ramasser ton matériel avec du respect, tu prends soin, juste prendre qu'est-ce qu'il faut, puis toutes les... Tu sais, tu as gagné ton respect. Là, tu vas aller aux deuxième étape. Deuxième étape, c'est tes enseignements que tu vas apprendre. Avec le respect des enseignements, là, tu es prêt pour marcher sur ton chemin. Puis la troisième étape, c'est la vie avec ton canot. La vie avec mon canot, voyons, je vais apprendre, utiliser, aller à l'eau avec. Ouais. C'est pas juste ça. Il dit, tu as grimpé les arbres pour ôter l'écorce. Ouais. Tu as creusé dans la terre pour ramasser des racines. Tu as fondé le sel à main. Ça, c'est un gros défi que tu as pris. Tu as commencé à respecter le maire de terre, puis tes enseignements que tu as eus, c'est pas pour toi, c'est pour passer au monde. Enseigne le monde, lève la tête, ouvre les yeux du monde, puis aussi dis-y, arrête de temps en temps, regarde en arrière, tu vas voir la beauté. Tu sais, tu as fait un bon job. Là, tu peux préparer pour ton départ. Fait que là, c'est tous les enseignements que j'ai eus, tu as tout fait à la main. Tu n'as pas tué les arbres tu as pris, tu as tout respecté, tu as tout pris, tu as utilisé. Toute la gomme d'épinette, le gras d'os que tu as ramassé, ça c'est la médecine. L'ours, c'est un des animaux qui peut guérir lui-même quand il est blessé. Fait que là, tu as la guérison dans son gras. Le gomme d'épinette, encore, c'est la médecine. Tu peux manger le gomme, tu peux faire des médecines avec. Fait que là, avec deux, tu as deux médecines ensemble. Fait que là, la guérison, si tu fais couper dans le bois, tu n'as pas de plaster, chauffe ton gomme. Puis ça va guérir. Fait que là, si tu es à une place où il y a beaucoup de pluie, il n'y a pas de manière de faire un feu, prends le morceau de bois, prends ton gomme, mets-la dessus le morceau de bois, allume-la, ça brûle lentement. Mais ça va tout brûler, ça va te chauffer. Fait que là, c'est pas juste un canot. Tu as quelque chose d'historique, tu as quelque chose qui peut vivre encore des années, parce que là, tu vas passer tous les enseignements à ton fils, ou bien celui-là que tu vas donner. Puis là, tu vas marcher avec un bon cœur pour continuer à prendre ce cadeau-là, puis continuer à passer aux jeunes. Fait que ça, c'est un plan de canot, une maquette, ouais, que vous allez pouvoir réaliser en vrai, là, en gros. Ouais. Fait que vous commencez tout le temps par la maquette comme ça? Ouais. Puis je décide comment je vais faire, comment je vais préparer, quel groupe je vais aller dans la forêt avec. Puis les petits canots, c'est aussi toutes des choses que tu as trouvées dans la nature. Là. C'est toutes des racines. C'est ça, hein? Pas de clous, pas de vis, pas de colle, c'est juste... Impressionnant. Quand, mettons, on fait un vrai en format utilisable, là, c'est gros comment à peu près? Je peux faire des 16 pieds, je peux faire des 25 pieds. Ça embarque combien de un 16 peut aller 4. OK. Tu sais, avec un peu de bagage. Avec un peu de... OK. Oui. Tous mes morceaux sont prêts. Oui. Moi, si je veux donner la vie, je vais en mettre dans l'eau chaude, ouais, puis je vais laisser là, je vais vider, je vais mettre l'eau chaude, vider, l'eau chaude, coupe de jour. Là, prêt pour commencer mon canot. Ça va être malléable? Oui. C'est ça? Oui. Parce que là, c'est du bois qui pourrait casser, là, ça. Oui, ça... Fait que là, ça... Oui, okay, ça donne la vie. C'est pour ça qu'il dit l'eau, ça donne la vie. Les rouleaux d'écorce sont quand même impressionnants. Hein? Je pense, tu sais, dans ma tête, l'écorce, c'était comme du papier, mais ça, c'est... Un morceau. C'est pour ça que je dis les connaissances, ouais, les enseignements. C'est pas juste un arbre. C'est quelque chose qui était vivant. Ouais. Tu vas prendre le corps de l'arbre, tu vas faire quelque chose avec, puis aussi, tu vas comprendre pourquoi.
Puis quand tu fais tomber l'arbre, tu vas prendre l'écorce. Tu vas prendre la première lisière de bois pour faire les raquettes. Tu vas prendre la première lisière de bois pour faire des rames. Les bains, tu sais, tout est utilisé. Tout passe. Oui. Tout est utilisé. Puis le sève, tu peux pogner le sève pour les médecines, le chaga, les branches, pour les outils. Tu sais, c'est toujours chercher ce que tu veux. C'est pas juste un arbre, là. On a fait tomber un arbre de 95 ans. Ouais. On a pris l'écorce, on a Ouais. pris le matériel. Fait que là, c'était une bonne sortie. Fait que là, on a tout pris l'arbre. Fait que là, ça fait plaisir de faire. Oui. Ouais. Là, ça fait un cadeau spécial. Ouais, là. ouais. Encore plus spécial. Ouais. Là, on est rendu au bout où ce qu'on prend notre thème puis qu'on le met dans les mains d'une autrice ou d'un auteur de la région. Puis cette fois-ci, on a demandé à Alexandre Castonguay, qui est comédien, auteur, directeur artistique du Théâtre du Tandem, de nous patenter quelque chose sur le thème du patenteux. Je sais pas de quelle patente j'arrive et vers quelle patente je dérive. En l'absence de réponse, c'est con, mais dans mes excès d'orgueil, j'arrive parfois à me persuader qu'il y en a une. À défaut de réponse, j'ai pas d'autre mot que patente dans mon vocabulaire pour qualifier l'expérience dite vivante, ou si vous préférez, dénommée l'inénarrable patente qu'est l'existence. En attendant l'explication de ma présence au monde, de toute cette souffrance et de cette jouissance, c'est la panique, l'intenable vertige de vivre. Pour calmer l'épouvante devant l'effroyable fait d'être, pour ne pas prendre peur au point de tirer sa plug, je colle, je rafistole, je retape, je rabiboche, je prends un élément ici, que je raboute à un chaînon là, et bingo, ça marche. Quelque chose comme du sens, oui, du sens. Une genre de patente à gosse censée apparaît. Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Pourquoi la guerre? Pourquoi l'amour? Pourquoi les moufettes? Pourquoi les fourmis rouges? Pourquoi ce grain de beauté sur le nombril de ma blonde? Pourquoi les nombrils? Pourquoi ma blonde? Ah! Au secours! Au criminel! À l'assassin! Qui est le patenteux qui a patenté tout ça? Pour l'amour de Dieu! Qui est la tricoteuse qui m'a enferroué là-dedans? Justement, Dieu, hein? Parlons-en de Dieu, car en voilà une belle patente, une belle rêverie tirée d'un récit œuvré, ouvragé par d'extraordinaires patenteux qui, aussi orgueilleux que moi, voulaient être ceux qui tireraient le voile sur le grand mystère, sur le grand pourquoi, le grand qu'est-ce. Au lieu de patenter dans leur garage, comme le fait mon frère, ces hommes... Parce que oui, hein, ce sont des hommes. Ces hommes ont patenté un récit mettant en scène un héros très timide, qui refuse de se montrer, mais qui a pouvoir sur tout. Tu parles d'une patente! Mon petit frère, mon petit Dieu, mon héros timide qui se cache au fond d'un tiroir à boulons, mais qui a le pouvoir de réparer mon char. Mon petit frère a une super autorité sur les choses, les objets, les appareils. Il sait, rien qu'à regarder, réparer un problème. Des fois, c'est au son qui perce le mystère des engins défectueux. Mon frère fait la guerre à l'usure, au citron, aux défauts de fabrication. Des fois, je le regarde travailler, l'air absent,
Penché au-dessus de son établi, mon petit frère médite, le regard perdu sur un morceau de ferraille. Je guette cette statue de savoir-faire, ce bloc d'ingéniosité sur le point de se fissurer. Tout à coup, piqué par je sais pas quelle mouche, il s'active. Il ouvre et ferme les tiroirs. Ça fait du bruit. En sort des tournevis plates, carrées, étoiles de toutes les grosseurs, de toutes les couleurs, et il démonte. Avec ses multiples marteaux, sa masse qu'il appelle tendrement son persuadeur, mon petit frère frappe le métal. Il débosse, il sculpte, il attendrit le fer. Il espère fractionner la tombe ou je ne sais quoi dans un fracas qui lui procure une sorte de paix. Un serein vacarme dans lequel ses chakras trouvent leur place et l'univers se sent au niveau. Quand j'entends un bruit fatigant s'élever de mon char, j'appelle mon petit frère. Des fois, c'est rien, ou ce qu'il appelle un problème normal. Alors, il donne un bon coup de clé à molette quelque part, puis le bruit disparaît. D'autres fois, c'est plus compliqué. Mes problèmes de char le conduisent alors jusqu'à ses derniers retranchements, ses dernières intuitions, sa dernière goutte d'huile d'excellence, comme de patience. Il sacre, il brusque tout, maudit ses outils, tourne en rond, fume une smoke, sauve une bière, et recommence. Le soleil est bas, les grenouilles chantent, les maringouins sortent et mon frère, éclairé par sa lampe de travail, opère encore. J'aime ces moments. Je vois à mon petit frère le digne héritier d'une longue lignée de patenteux et de patenteuses. Il fallait qu'elle patente en chien ma grand-mère pour habiller et nourrir 13 enfants, pour avoir les plus belles fleurs de Palmarol. Il fallait qu'elle soit patenteuse en Christ pour avoir le goût de vivre dans un monde d'hommes et posséder au champ de la mort. Bref, mon petit frère a hérité du don de ma grand-mère pour faire taire les chants et les bruits normaux. Ma grand-mère est arrivée en Abitibi en 1939. Mon petit frère est venu au monde en 1982. Entre les deux, il en est passé des hommes et des femmes débrouillards et des merdards pour patenter comme une sorte de région, une sorte d'histoire et de culture avec tout ce que ça implique de lumineux et de dramatique. Aujourd'hui, d'autres gens s'amènent. Tellement qu'il manque de maison. Tellement qu'il nous manque un peu de temps pour être hospitalier. J'entends un bruit fatigant, inquiétant, sous notre capot communautaire. Sors ta clé à molette, mon petit frère, parce que je veux pas qu'il et elle partent. Comme grand-maman, ils arrivent avec rien qu'une valise et l'espoir de se faire une vie. Faut avoir du génie en crise pour partir de chez soi sans patenter un nouveau. Hein, mon frère? Je veux entendre ce que leur imaginaire ont patenté sur la vie, la mort et l'univers. Je veux connaître le truc, le système, le moteur de leurs croyances parce que je doute de notre capacité à poursuivre le monde sans elles et sans eux. En attendant les maisons et en attendant plus de temps pour être hospitalier, patente-nous quelque chose comme beaucoup de cœur, mon petit frère. Au moins aussi grand que celui de grand-maman, tu vois? Le son d'un battement de cœur est crissement moins fatigant que le bruit que faisait mon char. Tu trouves pas? Au début du 20e siècle, les médecins et les hôpitaux sont inaccessibles, tant géographiquement que monétairement aux habitants des régions éloignées, alors appelées colonies. En 1921, la loi de l'assistance publique crée la fonction d'infirmière de colonie. C'est ainsi qu'au milieu des années 30 arriva en snowmobile Gertrude Duchemin, à la Corne, en Abitibi-Témiscamingue. Geneviève Grenier, directrice générale du dispensaire de la Garde de la Corne, lieu historique national.
du Canada. Dispensaire de la garde de la Corne. Oui. Comment ça a commencé, mettons? En fait, le dispensaire, c'était comme un mini-hôpital Ouais. où c'est que les gens, les colons, les habitants, pouvaient venir rencontrer quelqu'un pour avoir des soins de santé. Au début, on voulait avoir des hommes pour s'occuper des soins de santé, mais on n'en trouvait pas. Fait que c'est des infirmières de colonie, graduées, puis avec une description de tâches qui était de s'occuper de la population, éviter les épidémies, vacciner, s'occuper des populations. Fait que c'est ces femmes-là qu'on est venu installer dans des dispensaires, puis qui ont travaillé durant la période de 1930, mettons, 35-36 jusqu'au milieu des années 70. Les dispensaires ont été aménagés selon la colonisation des villages. Puis il n'y avait pas un dispensaire partout. Des fois, c'était un dispensaire pour 2-3 communautés, 2-3 villages. Puis dépendamment où tu étais, puis à quelle période tu arrivais, ça se pouvait que tu n'aies pas d'électricité, que tu n'aies pas de téléphone, que tu n'aies pas de commodité. Il fallait qu'elle soit débrouillarde pour être capable de se faire un confort, de se créer un confort dans cet univers-là, puis aussi d'être assez bien pour rester, s'occuper des populations. Fait que là, ici à la Corne, la garde du chemin est arrivée dans les années 30. Elle est arrivée en 36, oui. Puis, elle desservait quelle population? Elle desservait, bien sûr, la Corne, la municipalité de Saint-Marc, de Figuerie, Saint-Barnabé de Landrienne, puis elle desservait Vassan. Fait que c'était 4 populations avec une très grande circonférence, parce que, tu sais, ils se rendent d'ici à Landrienne, ben mettons que c'est 30 km, là. Oui. Fait que, tu sais, c'est 30 km que tu fais dans des sentiers, parce que il n'y a pas de... La route nationale est arrivée au cours des années 40, tu sais, fait que tu te débrouilles comme tu peux pour te déplacer. Tu te déplaces comment? Ben, à cheval, en traîneau, à raquette, il y avait des cabouses. Fait que c'était long faire 30 km. Ben, c'était long, puis c'était souvent avec les moyens du bord, là. Je veux dire, les skis, là, des fois, c'était 2 morceaux de 2x4 passés sur la planeuse. Tu sais, sinon, c'était à cheval. Partout dans l'Abitibi-Témiscamingue, et peut-être même ailleurs au Québec, il y a des gens qui avaient même la patience et les compétences pour dresser des orignaux, pour être capable de les atteler, pour être capable de les utiliser pour le transport. Fait que, tu sais, c'était pas rien non plus. Fait que là, si on pense aux moyens du bord pour se transporter, on pense aussi aux moyens du bord pour se soigner. Exactement. Ces femmes-là avaient appris aussi de leur mère certains trucs quand elles étaient enfants, parce que, tu sais, partout au Québec, on a toutes des traditions familiales, puis qui sont... Ben oui, une mouche de moutarde, des verres, on utilisait des verres pour faire des ponctions, on utilisait... tu sais, des fois, il arrivait des accidents, puis elle disait au père de famille, ton fils, il s'est cassé la jambe d'un bout à l'autre, va me bûcher des rondins d'à peu près 2 pouces de diamètre, puis amène-moi en 4, puis avec ça, elle coupait ça à la longueur qu'il fallait, puis elle attachait avec des vêtements, avec des parties de vêtements, avec des foulards, avec le système D, le gros bon sens. Ce qu'on disait dans les colonies, quand les infirmières arrivaient, c'était comme une sauveuse, parce qu'elle était là pour venir aider. Les naissances, tu sais, Garde du chemin a presque fait 3000 naissances. Elle n'a pas perdu. Oui, il y a déjà eu des complications, mais tu sais, c'était une sauveuse pour les gens de la place. Pour là. les mamans aussi. Ben, pour les mamans, pour les familles. Tu sais, il y avait des familles nombreuses. Là. À l'époque, des 15 enfants, on connaissait ça, là, à cette période-là. Fait que, tu sais, c'était comme un peu la sauveuse qui avait une grande force de caractère, puis qu'en plus, elle jouait des rôles très différents au sein de toute la clientèle. Oui. Oui, parce qu'avec des gens, c'était la coucheuse. Avec des gens, c'était la psychologue. Avec des gens, c'était la dentiste. Avec des gens, c'était la vétérinaire. Tu sais, Garde du chemin disait tout le temps, on peut régler tous les problèmes avec un paquet de cigarettes et un flasque de boisson forte. Elle disait ça. Parce que elle, quand elle... Puis les hommes là, qui venaient se confier à une femme, là, c'était pas commun. Mais là, les gars, ils venaient, et les hommes venaient la rencontrer. Puis elle les faisait s'asseoir dans son cabinet, elle lui payait la traite d'une cigarette. Il y avait toujours une bonne raison pour prendre le temps, parce que c'était ça. Délier les langues, ça prend du temps. Le petit alcool aussi, ça l'aide un petit peu. Pas tant, mais tu sais, les mettre en confiance, puis c'est un peu aussi l'égalité. Je t'écoute,
sais, je suis respectueuse avec toi, tu es respectueux avec moi, puis, tu sais, c'est tout ça. Fait que souvent, elle utilisait des méthodes aussi farfelues les unes que les autres pour être capable d'avoir des confidences de tout le monde, puis ça marchait, là. C'était un filet social de la communauté. T'sais, au-delà du soin qui était donné, c'était aussi une sécurité pour tout le monde. Mais à tellement de niveaux, là, tu sais. Tout à fait. Puis, tu sais, elle, là, elle se faisait un point d'honneur de servir tout le monde. Elle, ce qu'elle voulait, c'était la santé des gens, la santé des colons indigents, ceux qui n'avaient pas d'argent. Elle voulait que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Fait que, tu sais, pour les gens qui étaient capables de payer, elle leur faisait payer, pas le gros montant, mais ce que ça valait. Un accouchement, c'était 5 $. Paye-moi 5 $. Toi, t'es pas capable de me le payer, je vais prendre une entente avec toi. Envoie-moi ton gars, puis il va me rentrer une corde de bois, puis on n'en parle plus. Puis on peut-tu parler en arrière des outils qui m'ont l'air, ma foi, douloureux? En fait, c'est que les instruments représentent assez bien tout le travail qu'elles avaient effectué. Les infirmières de colonie, ce qu'elles faisaient surtout, c'était des accouchements, de l'extraction dentaire, des vaccins, les piqûres, là. Mais tu sais, après ça, la diversité de la profession variait selon le tempérament de l'infirmière, selon ses capacités. Oui, parce que par exemple, Garde du chemin, elle a déjà été sur des accidents de mine. Oui. C'était la mine molybdénite dans ce temps-là, à la sortie de la Corne, direction Sullivan, mettons Vassan, là. Okay. Il y avait une mine de molybdène, puis bonjour, on est venu la chercher. Puis on lui a dit, il y a un éboulement, puis il y a un mineur qui est coincé, faudrait que vous veniez. Puis c'était rare, là, une femme qui allait dans une mine, c'est comme un chat noir, là. Écoute, ça porte malchance. Mais les gens lui faisaient tellement confiance parce qu'elle était d'un professionnalisme sans limite. Elle apprenait tout, elle était autodidacte beaucoup. Puis quand elle est arrivée et qu'elle a vu ça, là, c'était quelque chose. Parce que là, il y a eu un éboulement. Le monsieur est diabétique. La seule façon de le sauver, c'est de couper, c'est d'amputer la jambe. Fait qu'avec tout son courage, avec l'aide des dirigeants de la mine, puis des mineurs, ben, il a coupé la jambe puis ils l'ont sorti de là parce que sa vie est en danger. Tu sais, ce monsieur-là, il doit sa vie à Garde du chemin, là. Je pense pas qu'elle allait contre la volonté du Tout-Puissant, mais je pense que plutôt elle trouvait une façon de détourner les choses quand c'était possiblement nécessaire. Tu sais, la contraception, là, elle avait toute une méthode établie, elle, là. Qu'est-ce qu'il utilisait comme contraception? Parce que là, c'était pas... J'ai-tu dû parler de contraception? Comment il faisait ça? Ben, en fait, ce qu'il faisait... Il fallait qu'elle protège les mères aussi, la monnaie. Il fallait qu'elle les protège, mais le meilleur moyen de protéger, c'était l'abstinence, là. Ben, on s'entend, là. Fait que, tu sais, aujourd'hui, je dirais, ben, faisais une petite gâterie, puis ça va être bien correct, là. Elle disait-tu des affaires normales? Ben, je veux pas dire qu'elle disait ça, parce que c'est probablement pas ça qu'elle disait, mais elle disait, il y a d'autres façons de procurer du plaisir. Oui, mais Garde du chemin, c'est parce que c'est pour enfanter, la religion. Ouais, mais ta santé est en jeu. Ouais, puis si tu veux pas que ton mari se plaigne, ben, on trouve une autre façon. OK, c'était ça leur ben, tu sais, leur avenue. Puis compter les jours, compter au calendrier. OK. Mais tu sais, des fois, elle s'interposait et elle disait, là, je pense que Monsieur Chose, vous êtes mieux de lâcher Madame Chose parce que, d'après moi, la prochaine fois, c'est pas le bébé que vous allez avoir mort, c'est la femme aussi, là. Oui, c'est ça, là, le dernier accouchement était difficile. Oui. Donnez-y une pause. Oui. Le curé doit pas aimer ça. Ben... Savais-tu, le curé, que ça se passait de même? Ben, en fait, c'est qu'il savait le jour où le mari se plaignait. Ah. Parce qu'il n'y a pas une femme qui se plaignait de ça. C'était une femme qui était dévouée, tu avais besoin d'elle, elle était dévouée complètement. Je pense que ces femmes-là ont donné leur vie pour le bien-être des colons indigents puis des populations. Puis est-ce qu'ils étaient toutes aussi débrouillardes que la Garde du chemin, ou la Garde du chemin était particulièrement... Je pense qu'elles étaient peu nombreuses à être d'une telle dévotion envers la communauté. C'est pour ça que je dis que ces femmes-là qui ont donné leur vie, elles ont créé aussi un nouveau souffle de la profession d'infirmière. Tu sais, ils sont venus... Ça fait pas si longtemps que les infirmières praticiennes ont été diplômées, là. Ça fait pas longtemps, là. Ouais. En 2000, on parlait pas de ça, là. Les super infirmières. Les super infirmières, on parlait pas de ça. Mais les super infirmières, c'est quoi?
C'est des Gertrude Duchemin de ce monde. À la lumière de cette enquête-là, on peut dire qu'on était patenteux en Abitibi-Témiscamingue avant même que ça s'appelle l'Abitibi-Témiscamingue. Je dirais même plus que c'est dans l'ADN de l'être humain en général, peut-être, d'être patenteux. En tout cas, s'il veut évoluer. C'est juste que le patentage prend parfois d'autres visages. Oh, c'est beau ça, mais Claudine, la question reste là quand même. On les tue plus ou moins qu'ailleurs, patenteux? Je sais pas, mais on peut quand même souligner le fait qu'il y a 40 ans, on a décidé de se patenter une université, puis qu'aujourd'hui, l'UQAP jouit d'une notoriété internationale. Tu sais qu'il y a plus d'une vingtaine d'années, les fondateurs du Festival de musique émergente ont décidé de se patenter un festival parce qu'ils étaient tannés en tabarouette de descendre à Montréal pour aller voir des shows. Aujourd'hui, ben, c'est le reste du Québec qui vient voir des shows chez nous. Aujourd'hui, on a aussi une trentaine de festivals et d'événements dans toute la région. Puis parlant de région, on a failli être la 11e province avec le nord-est ontarien. En tant que région minière, on a réussi à tirer notre épingle du jeu avec nos innovations et notre savoir-faire qui sont reconnus internationalement. Tout ça, puis on n'a même pas encore 100 ans. Fait que je pense qu'on peut dire qu'on s'est patenté une méchante belle affaire. Je pense que t'as raison. Dans le fond, là, ce que je retiens, c'est que quand t'es loin puis que tu veux quelque chose, ben tu t'arranges pour te le patenter. Vous venez d'écouter le balado Sur les hausses, produit pour et par la région de l'Abitibi-Témiscamingue. À l'animation et à la réalisation, Claudine et Virginie.